Et donc on repart avec Stéphane Boucris. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Entrepreneur. Non mais ta première boîte, t'avais 16 ans. Ouais, au moins facilement. Non mais sérieusement, émancipé comme Jean-Michel Aulas, là, émancipé pour pouvoir monter sa boîte. Les premiers projets, c'était à 16 ans. La première entreprise, je devais avoir une vingtaine d'années, après les études. Et il y en a eu combien depuis ? Oh, une dizaine. Ouais. Non mais sérieusement. 10 boîtes, la plupart n'ont pas marché, mais il y a eu quelques succès dans l'histoire, donc on est encore vivant et encore debout. Extraordinaire. Et celle donc là, voilà, s'appelle Excelsior. Et Excelsior s'intéresse au métaverse. Tout à fait, depuis 1 an et demi. Et t'as sorti, alors ça, pardon de le dire comme ça, le prends pas mal, ça n'a l'air de rien. Ouais. Et c'est peut-être ce que j'ai lu de plus intéressant et de plus pertinent sur le métaverse. Donc Stéphane, merci. Voilà. Ça me touche beaucoup. Ça vaut 4,90 €, je crois, mesdames, messieurs. Fnac, Amazon, librairie. Ouais, voilà. Voilà. Duno. Et l'idée. Alors, bon, allons-y. Donc, j'ai écrit le métaverse n'est pas mort. Hein, c'est ta conviction. Voilà. On verra bien. Donc, rentrons un peu dans le truc. D'abord, première chose que j'ai apprise, c'est un écrivain, le créateur du mot. Tout à fait. Est un dénommé Neal Stephenson. Exactement. C'est un auteur de science-fiction qui n'est pas très connu en France, mais qui est ultra connu outre-Atlantique, qui conseille aujourd'hui des Jeff Bezos, des Elon Musk, des Sergey Brin et autres. C'est le Isaac Asimov du XXIe siècle. Exactement. Voilà, et il y a 20 ans, même, ou 30 ans, il écrivait un livre, Snow Crash, dans lequel il parlait du métaverse avec beaucoup de précision. Il parlait de ce concept de digital twin, le jumeau numérique, comme quoi tu as ton jumeau numérique, les casques avec beaucoup de précision. Il y a eu un petit temps mort et depuis 2 ans, voilà, tout prend sens. Et alors, donc, créateur du mot, Neal Stephenson, et tu as un autre, alors c'est un acteur lui, Clément Merville, tu me présentes Clément Merville ? Oui, Clément Merville, c'est un entrepreneur français qui lui a un concept intéressant, donc c'est un des éditeurs de logiciels de métaverse, il a créé une plateforme qui s'appelle TeamU, dont je ne suis absolument pas actionnaire, mais qu'on aime beaucoup chez Excelsior et qu'on déploie chez certains de nos clients. Et TeamU, c'est un concept intéressant, lui il a créé le métaverse, pas pour jouer comme de Sandbox par exemple, mais lui il a créé un métaverse pour le monde de l'entreprise, pour lutter contre ce qu'il appelle le paradoxe de l'hybride. Alors, on va y aller. C'est ça. Alors, non, mais d'abord, avant de parler de ce paradoxe de l'hybride, il donne une définition, parce que j'ai toujours du mal, moi encore. Talk to me like a 2-year-old child. Il faut vraiment que tu simplifies l'histoire. Se retrouver ensemble avec un véritable, et tout est dans le véritable, sentiment d'être en présence de personnes qui ne le sont pas. Qui sont véritables, mais qui ne sont pas en présence, voilà, qui ne sont pas avec nous. Bon. Est-ce que ça, c'est une réelle différence ? Parce que si c'est ça, est-ce que ça, c'est une réelle différence avec, par exemple, les systèmes de Cisco, de téléprésence, qui sont aussi très impressionnants ? C'est une excellente question, Stéphane. Et les entreprises nous demandent si l'état de l'art le permet aujourd'hui. Et ce qu'on dit souvent sur le métavers, c'est qu'on est à mi-chemin entre ces solutions de Cisco et d'autres, et la réalité. Ce sera toujours moins bien que la réalité, parce qu'il y a la chaleur humaine qu'on ne ressent pas quand c'est des avatars virtuels, mais c'est bien mieux que toutes les solutions de visioconférence qu'on a aujourd'hui. Donc plutôt que de réunir 3000 personnes à Las Vegas pour un symposium, on peut le faire très bien dans un outil de réalité virtuelle, et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est mieux pour l'empreinte carbone d'ailleurs. Oui, mais bon, alors ça, on en reparlera, parce qu'il y a des ordinateurs qui tournent, quand même, et qui tournent très très fort. Et puis, dans cette définition, il manque un point essentiel sur lequel tu insistes, c'est un univers persistant. Oui, complètement. Et c'est la plus grosse différence avec un jeu vidéo. Alors, attends, ne rentre pas encore dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire un univers persistant ? Alors, un exemple très simple pour les spectateurs qui nous regardent. Quand on était plus jeune, alors ça remonte à quelques années, on allumait la Super Nintendo, on faisait une partie, on éteignait et le jeu s'arrêtait quand on éteignait la console. Un univers persistant, ça signifie qu'il est en continu. Que vous soyez là, pas là, si j'arrive dans mon métaverse, je casse une chaise, je m'en vais, la chaise est toujours cassée. La chaise ne revient pas à son état initial. Et donc c'est persistant, c'est un univers qui est continu, qu'on soit là, qu'on soit pas là, et notre impact dans le métavers est réel. Pour reprendre une campagne de pub célèbre en ce moment dans les rues de Paris sur le métavers. Donc c'est ça un univers persistant. Pour les fans de Disney et de Pixar, il y a un film très sympa qui s'appelait Les Mondes de Ralph. Et dans ces mondes de Ralph, donc c'est les jeux vidéo, quand les enfants sortent de la salle d'arcade à la fin de la journée, les personnages de jeux vidéo, ils dansent, ils font la fête un petit peu et le jeu continue. C'est ça la persistance finalement. C'est que le jeu continue une fois que vous êtes parti et votre impact, votre trace est réelle. Oui, mais alors, rentrons dans comment ça se passe. Et encore une fois, c'est l'univers de l'entreprise qui m'intéresse, bien sûr. Davantage que l'univers du jeu vidéo, sachant que les mondes persistants dans le jeu vidéo, ceux-là, ils existent depuis 10 ans.
On est d'accord, hein, World of Warcraft et toutes ces histoires-là sont des mondes persistants, ce qui les rend ultra addictifs. Puisque en fait tu ne veux pas quitter le jeu puisque le jeu va continuer sans toi, donc c'était sans doute un procédé commercial très très efficace, addictif, etc. Mais dans l'univers d'entreprise, ça veut dire je vais quitter le métaverse que tu décrivais là tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Mon avatar ne continue pas à vivre sans moi. Non. Alors, il y a ce qu'on appelle les personnages non joueurs. Il y a des bots en quelque sorte, mais ton personnage s'en va quand toi tu quittes le jeu. D'accord. Et revient quand tu es là. D'accord. En revanche, Mais les interactions entre ceux qui sont présents, oui, eux... est réel. Et par contre, il y a quelque chose à noter, parce que les gens se disent, mais en fait, c'est un jeu vidéo, ce dont ils nous parlent depuis tout à l'heure. Pas du tout, puisque la grande différence avec ce métavers, c'est que finalement, on est propriétaire. On est propriétaire d'une parcelle, on est propriétaire d'une partie. On s'affranchit un peu des éditeurs pour être nous-mêmes propriétaires. C'est l'internaute qui reprend le contrôle sur son identité numérique. Oui, alors, mais ça aussi, on va en parler, c'est lié à l'univers du Web 3, ce fameux Web 3, mais encore une fois, j'essaye de l'incarner. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, tu parles d'un certain nombre de métavers, c'est ça. On dit Sandbox, c'est un métavers. C'est un métavers. Comme il y a une blockchain, il y a plusieurs blockchains. Exactement. Sandbox. Comment ça se matérialise aujourd'hui? Allons-y sur Sandbox, puisque beaucoup d'entreprises françaises ont annoncé qu'elles avaient acheté des terrains sur Sandbox. Et nous, on en conseille beaucoup. On a conseillé des AXA, des Crédits Agricoles, des Unibet, des CPTO qui ont aujourd'hui des expériences réelles sur The Sandbox, qui est un métavers avec une dominante de jeu. C'est le gaming qui est dominant chez Sandbox par rapport à TeamU qui est beaucoup plus corporate, on va dire. Tout à fait. Il y a un sujet qui est intéressant. Donc, il y a plusieurs métavers dont on parlait. Et il y a un sujet qui n'est pas encore résolu d'ailleurs, qui est le sujet d'interopérabilité. Ça veut dire quoi? Attends. Ah, on va y venir. Moi, je veux voir comment ça se matérialise. Comment ça se matérialise? Ok, je suis AXA, j'ai acheté, en plus AXA a acheté un terrain sur Sandbox. Conseils, tout à fait. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Enfin voilà, comment ça se passe? Je mets mon casque de réalité virtuelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, Sandbox ne permet pas encore l'expérience avec le casque, d'autres le permettent comme spatial, mais imaginons. Alors c'est quoi? C'est du métavers en 2D? Aujourd'hui, c'est sur ordinateur, c'est en 3D, mais c'est sur ordinateur. Par contre, la version est mobile et avec le casque arrivera dans quelques... D'accord, mais il n'y a pas encore de véritable univers d'immersion? Alors, ça dépend des métavers, tous ne sont pas au même niveau. Et par contre, pour répondre à ta question, donc quand tu es AXA, qu'est-ce que tu as en gros? AXA a créé une expérience. Donc AXA a acheté une parcelle déjà, donc ils sont propriétaires à vie d'un terrain. Personne ne peut les mettre dehors, entre guillemets. Et ils ont créé un jeu vidéo qui s'appelle Axadia, c'est la pyramide de la sérénité, parce qu'AXA c'est un assureur, donc ils doivent assurer la sérénité à leurs clients. Et quand tu rentres dans cette pyramide, tu as un jeu, tu as ce qu'on appelle une quête, ce mot il est très commun dans le métavers, tu as une quête à résoudre et tu découvres l'univers d'AXA à travers un jeu. Donc l'histoire d'AXA de manière beaucoup plus ludique, ludo-éducative. Et donc quand ils ont des nouvelles ressources, des nouvelles recrues qui ne connaissent pas AXA, ils leur font découvrir AXA à travers cette expérience métavers. C'est de l'upskilling comme on dit. C'est pas du gadget. C'est pas du gadget ce que tu viens de décrire là, c'est-à-dire tu te dis que tu fais ça dans The Sandbox, etc. Machin. Bon, si tu avais une démo sur ton ordi qui te donnait ça, finalement, il te donnerait la même chose, non? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, demain, en fait, la promesse du métavers, c'est que tu as 4 milliards de personnes en même temps qui interagissent sur un terrain commun. Aujourd'hui, c'est pas vraiment possible. Il n'y a aucun jeu qui arrive à unifier tout le monde. Si on revient sur l'histoire de TeamU, la promesse, elle est incroyable. C'est de résoudre tous les problèmes que pose le télétravail aujourd'hui. Et ça, c'est pas un gadget ou un jeu vidéo. Si on reprend donc sur cette histoire de paradoxe de l'hybride, tout le monde veut du... Non, je parlais pas je parlais juste de cette expérience d'AXA. Non, j'en suis pas encore à dire que le métavers... Est-ce que c'est un gadget? En fait, moi, je les salue parce qu'ils ont planté le drapeau. Est-ce que ça va révolutionner l'expérience candidat? On n'en sait rien. Par contre, AXA, il y a 1 an et demi, ils se sont dit, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, ce truc de métavers. Par contre, on veut se familiariser avec les usages. On est il y a 20 ans, on est au moment où les réseaux sociaux commencent à exister. C'est important d'être sur les ancêtres de Facebook pour comprendre ce que sera Facebook et la suite. Et là, au même titre, nous, ce qu'on conseille beaucoup de grands groupes français, on leur dit... Allez-y, plantez un drapeau, testez, créez une première expérience. Test and learn. Ouais. Test and learn. Et après, on verra bien. Etc., les investissements en R&D ne sont pas très importants. Testez. Rien que cette expérience Axadia, ça a permis à tout AXA France de se familiariser avec le métavers. Donc ça a eu beaucoup plus d'impact que si on avait diffusé une vidéo au sein du groupe. Ouais. J'ai des doutes, mais on en reparlera à la fin. On en reparlera à la fin de l'interview. Donc, effectivement, tout ça, expliques-tu, est lié à l'univers du Web 3. Tout à fait. Donc il faut expliquer ça. Bien sûr.
3 générations de web. Le web 1, très simplement, c'est Wikipédia. Vous avez une page qui est statique. Le web 2, le web des réseaux sociaux, de l'interaction sociale, la plateformisation avec Airbnb, Uber. Et le web 3, c'est le web dans lequel l'internaute reprend le contrôle de ses données. Il souhaite s'affranchir des méchants GAFAM, entre guillemets. Et il y a cette volonté, finalement, de reprendre la main sur le jeu. Et donc, c'est pour ça que, dans un métavers, on achète une parcelle de terrain, on est propriétaire d'une partie de l'internet. Oui, mais tu l'expliques très bien. C'est-à-dire, je crois que tu donnes l'exemple de Cristiano Ronaldo. Il a 500 millions de followers. Tout à fait. Le jour où Elon Musk décide... Voilà, Donald Trump, il avait des centaines de millions de followers en l'espace de 2 heures. Et quelqu'un qui appuie sur un bouton, plus de compte. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a créé d'ailleurs son réseau social. Ouais. Qui marche moins. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais... Sandbox, là, le jour où Sandbox, si Sandbox disparaît, j'en sais rien, moi, tu vois, mon terrain, il est mort. Le terrain reste quand même de manière ultime propriété de Sandbox, on est d'accord. Alors non, c'est vous qui êtes propriétaire du terrain. Il y a une nuance à apporter à ça, c'est que Sandbox a aujourd'hui les serveurs. Donc il y a un peu de centralisation malgré tout parce que Sandbox est encore propriétaire de ses serveurs. Et vous êtes hébergé chez Sandbox. Donc ce n'est pas un jeu qui a 100% décentralisé. Le niveau ultime de métavers, ce sera quand tout sera décentralisé et que même si Sandbox s'arrête demain, vous serez encore hébergé chez un serveur mutualisé. Et ça, c'est le fameux DAO, c'est ça Alors DAO, c'est ce qui permet de faire du financement participatif via la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le crowdfunding, finalement, nouvelle génération. Martin Scorsese, ou Kev Adams en France, par exemple, finance des films aujourd'hui avec le Web3. Donc, vous achetez un petit avatar avec un personnage d'un film de Kev Adams ou de Martin Scorsese, vous suivez l'aventure, le personnage prend de la valeur, c'est un NFT, et vous pourrez le revendre avec une plus-value et être associé au succès du film, par exemple. Oui, mais c'est aussi un mode de gouvernance décentralisé. Et c'est un mode de gouvernance avec des lois, c'est un protocole informatique, automatique, sécurisé, anonyme, qui apporte énormément de vertus par rapport à ce qu'on connaissait. Et j'ai aujourd'hui, alors ça, c'est l'univers de la blockchain, mais on va y venir, les deux sont liés en fait, assez intimement. Et c'est vrai que j'ai pour la première fois été confronté à un entrepreneur qui m'a expliqué ce mode, comme tu le dis, soit centralisé, donc avec des modes de gouvernance particulières, soit ce qui est en train de se développer de plus en plus, complètement décentralisé. Et là, on est vraiment dans... ce qui est une partie d'ailleurs du rêve libéral, digital, ultime. Libertaire, libertarien Non, juste libéral. C'est-à-dire tu es propriétaire de tes... Vraiment, là, tu as le contrôle absolu total de tes données et personne ne peut modifier quoi que ce soit sur ces données et en prendre le contrôle. Alors, il faut apporter quand même, malgré tout, c'est vrai, c'est très vrai, mais il faut apporter une nuance à cela. C'est que, ça c'est la théorie. Et on fait des conférences toute la journée où moi je demande dans la salle qui pense que Google a trop de données, contrôle trop de choses sur vous. Et là, 100% des gens lèvent la main. Je leur dis très bien. Maintenant, qui souhaite basculer sur DuckDuckGo, l'alternative à Google? Et là, plus personne lève la main. Donc, on a une promesse qui est intéressante, le Web3, qui est de dire reprenez le contrôle sur vos données. Mais finalement, est-ce qu'on a toutes les solutions en place pour finalement s'affranchir des GAFAM? Et non, mais c'est pas ça le sujet, Stéphane. Moi, je vais te dire, le sujet, il est très simple. Je veux rester dans l'univers Google, mais je veux savoir combien Google gagne exactement avec mes données. Et à partir du moment où je fais ça, je veux passer un contrat avec Google. Ok, mais évidemment que l'utilisation de mes données te rend plus efficace et que je suis très content d'avoir par exemple des pubs adressées qui intéressent mes centres d'intérêt et pas des pubs qui ne m'intéressent. Mais je veux qu'il y ait une forme de partage de la valeur. Bien sûr, équitable. Et dans la grande réflexion, non, parce que voilà, on peut aussi discuter, c'est intéressant parce que on est sur on va dire le monde capitaliste aujourd'hui et notre système est effectivement face à un grand défi de partage de la valeur du fait de l'hyperpuissance de ces géants de la tech. Le sujet, et je pense que la solution n'est pas de les taxer, c'est absurde, c'est une solution du XXe siècle pour un sujet du XXIe siècle. Le sujet, c'est effectivement que chacun redevienne propriétaire de ce qui est finalement leur outil de production. Leur identité. Et voilà. Et à ce moment-là, Google reverse une partie de ce qu'il gagne. Enfin, Google, Meta, même si Meta existe. Bon, voilà. Meta repart à la hausse. Là, je referme cette parenthèse. Ouais. Meta repart à la hausse, ouais. Je referme cette parenthèse. Ouais. Pourquoi alors ? Pourquoi est-ce que les deux sont liés ? Pourquoi est-ce que Web3 et Métavers
sont forcément liés aujourd'hui? Le Web 3, il y a 4 grands pans du Web 3 aujourd'hui. Le premier, c'est la DeFi, vous devez certainement parler énormément sur cette antenne, la finance décentralisée, avec tout ce qu'on entend sur les cryptos, etc. Le deuxième, c'est les NFT, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, on en parle un petit peu moins maintenant. Le quatrième, c'est le troisième. Alors, le quatrième, c'est la DAO, et le troisième, c'est le métavers. Ouais, et l'expression du Web 3, c'est ces 4 champs principaux. C'est les 4 domaines dans lesquels le Web 3 s'exprime le mieux. Donc, on a les crypto-monnaies, les NFT, les métavers et les DAO dont on a parlé avec ces protocoles et ces consensus. Et le métavers, en fait, c'est un web décentralisé finalement, puisque, une fois de plus, l'internaute revient au centre du jeu. Ok. Et donc, forcément, Web 3 égale blockchain? Les deux sont ensemble? Web 3 et le Web 3, oui, repose sur les blockchains. Repose sur les blockchains. Tout à fait. Donc ça veut dire que le métavers aussi reposera bien sûr, sur les blockchains. Voilà. Et ça pose la question tout à l'heure qu'on a abordée très rapidement, mais il y a des blockchains qui sont énergivores et d'autres qui le sont moins. Il faut faire très attention à ça. Tu expliques ça, ouais. Bah oui, parce que finalement, c'est Bitcoin, et moi je suis détenteur de quelques Bitcoins. On fait une transaction, c'est grave. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je l'ai acheté il y a très longtemps quand on faisait pas attention à tout ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Personne n'a acheté du Bitcoin à 60 000 $. Hein. Personne. Jamais. On se demande d'ailleurs s'il est monté à 60 000 $. Qui est responsable? Mais oui, tu te rends compte, personne qui a acheté à ce moment-là. Ouais. Non, et voilà. Et du coup, oui, c'est très énergivore. Donc, quand je te transfère un Bitcoin, il y a des machines qui processent, qu'on appelle des mineurs. Ça consomme beaucoup d'énergie. Heureusement, il y a des blockchains aujourd'hui qui sont moins énergivores. Et donc voilà, c'est un sujet intéressant. Je crois que d'ailleurs, il y a je voudrais pas dire de bêtises, parce que cet univers, je le regarde de très très loin. Je crois que c'est Ethereum qui a basculé justement sur un système beaucoup moins énergivore. Exactement. Que Bitcoin. 100 fois moins. Ouais, ça n'a absolument rien changé, ce qui est une image de plus pour moi de l'absurdité de l'ensemble de cette histoire, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais ce qui n'a absolument rien changé à la valorisation de l'un par rapport à l'autre. Du tout. Dans un système rationnel, ça aurait dû quand même un peu modifier la valorisation de l'un par rapport à l'autre. Voilà. C'est certain. Et tu as réussi... Attends, parce que ça... Après, c'est comme l'immobilier ou le mariage. Il n'y en a que 2 qui savent. Hein. Mais, enfin, 3 avec le notaire. Oui. Mais tu as réussi à... Tu avais acheté des bitcoins, j'en sais rien, moi, à une époque où il était à 200-300 $. Et tu as réussi à tenir et à pas craquer quand il est monté à 60 000, tu les as pas vendus? Alors, j'en ai acheté à 500 $. À 500 $. Et j'ai perdu les codes. Oh, sans déconner. Mais est-ce que j'ai perdu 500 $ ou est-ce que j'ai perdu 25 000 €? C'est ça la question. Et je préfère me dire que j'ai perdu 500 $. 60 000. Bah ouais, 60 000, c'est vrai que c'est monté à 60 000. Donc là, j'ai eu très peur. Et par contre, j'ai acheté à 10 000 $. Un autre Bitcoin que j'ai conservé. Donc là, et tu as tenu, j'ai tenu. Et tu l'as pas vendu à 60 000. Exactement. Je me suis fixé un cap et tant qu'il n'atteint pas les 100 000 $, je ne vends pas. Donc voilà, il faut tenir. Revenons sur notre métaverse. Ouais. Alors, c'est le sujet, à quoi ça sert? Tiens, on va montrer une image. J'espère qu'on va montrer une... Ah oui, non, j'ai 2 images à montrer. La première, justement, pourquoi je voulais qu'on parle des cryptos. Alors, vous allez voir le schéma, c'est une photo que j'ai prise sur le bouquin de Stéphane, donc elle n'est pas géniale. Mais ça, c'est un truc de dingue. Oui. C'est donc, vous voyez en haut, c'est les années d'installation d'Internet. Et donc, c'est la courbe d'adoption d'Internet. Et en bas... La courbe d'adoption, en gros, des crypto-monnaies, et les courbes se confondent. Il y a une corrélation parfaite. Et donc, quand les gens disent « Ah, ça vient pas encore », parce qu'il y a une stat qui est sortie ce matin, il y a 6% des Français, première puissance européenne en termes de détention de crypto. On est pionnier là-dessus. Mais les gens se disent encore « Ça tarde encore, l'adoption des cryptos, l'adoption du métavers ». On voit que cette lenteur est tout à fait normale. C'est incroyable. Malgré la déception qu'on peut parfois percevoir, ça prend du temps, comme l'adoption de l'Internet. Ça m'affole. Parce que si on va au même point... La prochaine émission, on la fera dans le métavers. Ah non, là c'est les cryptos là. Ah. Non, on verra le métavers. Et alors, autre image, oui, sur le métavers, parce que quand même, une fois qu'on a raconté tout ça, à quoi ça sert? Et là, la dernière pub de Meta, franchement les gars, ils se foutent de nous. Donc là, c'est le métavers sauve des vies. Donc en gros, tu as des pompiers, donc ils ont commencé à nous raconter que ça allait être mieux dans le bureau, etc. Et tout, personne n'est convaincu, machin, tada. Et là, donc à un moment, c'est le métavers sauve des vies. Non, sérieux, Stéphane. Alors, sauver des vies, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'apprentissage, c'est un cas extrêmement intéressant. Vous prenez 2 enfants, il y en a un qui va regarder l'image du sacre de Napoléon et l'autre qui va mettre le casque et qui va vivre le sacre de Napoléon pendant quelques secondes. Lequel des deux, à votre avis, va mieux retenir la scène et le moment historique?
Tout est dit. Alors après, il faudra toujours lire Les Misérables et ses centaines de pages. Ça, on ne pourra pas passer à côté. Mais marcher sur la Lune et voir une photo de Neil Armstrong, c'est pas pareil. Ouais. Donc, non, mais c'est intéressant le sacre de Napoléon, puisqu'il y a un geste historique qui prend la couronne des mains du pape et il se la met sur la tête. Vous l'avez vécu, c'est bien sûr. C'est incroyable. Donc pour l'éducation, pour l'apprentissage, j'y crois énormément. Les mathématiques, ça prendront jamais dans le métaverse, mais l'histoire, la géographie, la géologie, il y a plein de domaines dans lesquels ce sera fascinant d'apprendre via la réalité virtuelle. Il y a 7 ans ou 6 ans, avant cette histoire de métavers, il y avait Google qui avait sorti le Cardboard, donc c'était un bout de carton qui coûtait, je sais pas, 3 €, vous mettiez votre téléphone dedans et vous étiez sur scène avec Paul McCartney. Et je me dis, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou des gens à mobilité réduite, se retrouver quand même à l'autre bout du monde, c'est un concert à Tokyo avec Paul McCartney sur scène et l'expérience, c'était dingue. Ça offre des possibilités. Ça ne changera pas forcément la vie de toute la planète, mais ça offre des possibilités. Et dans l'univers professionnel, alors c'est là où on en vient, juste pour terminer avec... ce paradoxe. Bah oui, le paradoxe de l'hybride. Alors, le paradoxe de l'hybride, voilà. Le paradoxe de l'hybride, c'est pas de moi, c'est de Clément Merville, qui est un inventeur, un entrepreneur français. Et lui, en fait, il a constaté quelque chose. Il dit tout le monde, en tout cas en France, veut du télétravail. Donc, bon, ça a été constaté. Mais par contre, les gens se plaignent de la destruction du lien social. Cette fameuse machine à café, la sérendipité qu'on peut avoir au travail. C'est quoi la sérendipité? C'est le 12 septembre 2001. Vous avez 2 ingénieurs de chez Google à Mountain View qui se rendent dedans et qui disent, t'as vu, on est inondé d'informations qui nous viennent de New York depuis hier. On n'arrive pas à agréger ces informations. Il faut qu'on crée Google Actualité, Google News. L'autre dit, mais c'est génial, pourquoi on ne ferait pas ça? Et ils ont créé Google Actualité. Sauf que si ces gars-là étaient chez eux, ça ne serait jamais arrivé. Ils se sont rencontrés à la machine à café. Donc, il faut recréer de la sérendipité, il faut recréer de la magie du travail, finalement. Et ça ne peut pas se passer. Moi, malheureusement, j'ai un de mes lieutenants de la première heure, Clément, il habite à Nantes. Et je me dis, finalement, tous les moments où je le vois, c'est plus des moments choisis, mais c'est des moments subis. Même si on s'adore, c'est de 11h à 11h10 pour parler d'un point particulier. Donc, on n'a jamais le temps d'avoir cette magie, des idées qui se confrontent au bureau, des blagues, etc. Et je me dis, il faut recréer cette magie. Et la solution de ce Clément, elle est intéressante. Mais oui, mais recréer cette magie, mais on ne va pas passer nos journées avec un casque sur la tête. Alors non, bien sûr que non. Les casques aujourd'hui ne permettent pas de passer plus d'1 heure, en fait, sans avoir après motion sickness. Bien sûr. Par contre, là, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la MR, la Mixed Reality, ou la Augmented Reality. C'est-à-dire qu'on est sur ce plateau, il y a un invité qui n'a pas pu venir, qui était resté coincé des bouchons, on a un casque, il y a juste un élément qui s'insère en 3D. Du coup, on n'a pas mal à la tête ou mal au cœur, il y a juste une partie de la réalité qui a été ajoutée. Et donc, dans ces cas-là, on peut passer des journées comme les Google Glass avec un élément en plus. Par contre, le casque de réalité virtuelle, si vous passez 10 heures avec, vous finissez... T'en parles pas du casque, hein, ça va pas être un frein, ça, quand même, à l'adoption, parce que... alors, c'est vrai qu'Internet, il fallait acheter un ordinateur, mais il nous servait à énormément de choses. C'est vrai. Là, il va falloir quand même acheter un device qui va ne servir qu'à ça. Il faudra acheter un device, il faudra même acheter des combinaisons d'aptique si vous voulez avoir une sensation parfaite. L'aptique, c'est quoi? Si vous êtes allé dans un cinéma Gaumont, Pathé Haute, 4DX, ressentir ce que vous ressentez dans la réalité virtuelle. Donc si vous avez un méchant dans le jeu vidéo qui vous donne un coup, bam, vous ressentez une pression sur le torse et c'est le meilleur moyen pour ressentir la réalité parce qu'on essaie de recréer quelque chose de proche de la réalité. Oui, mais là, tu parles encore de l'univers du loisir, mais dans l'univers du professionnel, moi qui m'intéresse, Ouais. Il va falloir quand même dépenser pas mal de pognon en équipement. Tu ne crois pas que ça va être un frein à l'adoption de cette histoire? Et forcément, il y aura des dépenses. Je pense que c'est le monde de l'entreprise qui sera le premier à investir là-dessus. Comme ils nous ont fourni les ordinateurs il y a 30 ans, 40 ans, ils investiront dans les casques de réalité virtuelle. Bon, allez regarder ça, 5 balles. Voilà, vous comprendrez tout sur le métavers. Ouais, en tout cas, vous comprendrez tout. Et... Oui, non, mais c'est ça. C'est la base. Et... Mais à la limite, ça lève pas les doutes. Voilà. Juste, si je peux me permettre. Mais 10 secondes. En 10 secondes. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on y croit pas, c'est un fait d'actualité, il faut comprendre pour préparer le futur. C'est pour ça que tu es là, mon cher Stéphane, absolument. C'était Bismart, les amis, et donc à bientôt pour de nouveaux débats et de nouvelles interviews.